marche et un ordinateur qui marche. Tout va bien. C'est un peu compliqué. Bon. Alors, merci à vous tous d'être là. Nous sommes très honorés, Myriam, de vous recevoir et très heureux en même temps parce que nous allons clore cette première année de notre cycle consacré au pouvoir de l'imaginaire. Qui mieux que vous pouvez le faire, vous qui avez fondé le Centre de recherche sur l'imaginaire? Nous savons bien que nous n'en aurons jamais fini avec cette question de l'imaginaire, mais nous commençons à voir se dessiner les grandes lignes de force et nous pouvons mesurer la place qu'il tient dans nos vies. Je vous suis très reconnaissante d'avoir choisi comme titre de votre conférence « L'imaginaire, mode d'emploi du monde ». Ce terme de monde m'a amené à revenir à la définition qu'en donne Hannah Arendt, la philosophe, dans Vie politique, puisqu'il permet une approche de l'imaginaire. Le monde et les hommes qui l'habitent font deux. Le monde s'étend entre les hommes, et cet entre plus que les hommes, où l'homme est aujourd'hui l'objet du plus grand souci, dit Hannah Arendt. En résumé, le monde pourrait disparaître si nous n'en prenions pas soin. Je rappelle simplement que le monde vient du latin mundus qui signifie ce qui est arrangé, ce qui est en ordre, ce dont on a pris soin. Alors cet entre, ce monde dont elle nous parle, est peuplé de créations humaines, fruit de notre imaginaire dans tous les domaines. Nous l'avons vu, le droit, les arts, la politique, la science, qui ordonnent notre monde. Le monde n'est en rien un magma informe, sauf quand un Trump ou un Poutine s'en occupe, ou d'autres avant lui, avant eux du moins. Nous avons bien vu avec nos différents conférenciers que certaines représentations du monde peuvent produire le pire. Je pense aux idéologies totalitaires, à l'emprise russe que Poutine veut, à l'empire, il emprise aussi, à un Trump en appétit de Canada et de Groenland, à notre idée que nous nous sommes fait pendant très longtemps de la nature, nous appartenons à nous en propre. Si vous avez l'occasion de réécouter la conférence de Philippe Descola, je vous le conseille vivement. Mais si nous pensons à la littérature et à la poésie et à l'art en général, il nous donne à voir, l'imaginaire nous donne à voir plus que le réel, et fait se lever en nous un monde d'idées, en fait, nous met en action et nous rend libres. Alors, pour que le CML, le Collège méditerranéen des libertés, nous pouvions espérer mieux que de réfléchir avec vous sur l'imaginaire. Voilà, je vous remercie. Je te donne la parole pour présenter Myriam. Attends. Si quand je tape sur la tête, ça marche. Bonjour Myriam Vaté-Delmotte. C'est toujours un plaisir pour le CML de recevoir les intellectuels de Belgique parce que leur pensée est originale et revigorante. Vous êtes universitaire, critique littéraire, directrice de recherche au Fonds national de la recherche scientifique belge. Vous êtes également professeur de littérature française à l'Université catholique de Louvain, où vous avez créé le Centre de recherche sur l'imaginaire et le Fonds Henri Beauchot. Vous êtes également membre de l'Académie royale de Belgique. Vous avez créé une revue en ligne, Interférences littéraires, les cahiers électroniques de l'imaginaire. Vous avez centré vos recherches sur la période qui va du milieu du XIXe siècle jusqu'à la période contemporaine. Vous avez notamment traité de Barbey d'Aurevilly, Villiers de l'Isle-Adam, Pierre-Jean Jouve, Georges Bernanos et Henri Beauchot,
poète, dramaturge et romancier belge auquel vous avez consacré plusieurs ouvrages, et quelques auteurs contemporains bien vivants. Pour vous, la littérature ne peut s'envisager sans le contact avec les autres sciences sociales, l'art, l'histoire, la philosophie, la psychologie, la théologie. Et pour vous aussi, la littérature est le mode de l'agir. La littérature a des liens avec le sacré et avec les rites. Effectivement, l'aveu, la prière, le testament, le journal intime sont des thèmes souvent évoqués par les écrivains. Une autre de vos particularités, c'est de prôner l'interdisciplinarité. Car pour vous, le phénomène littéraire ne peut être séparé de son contexte, le texte, l'auteur, le lecteur, le support médiatique. Vous dites que les écrivains nous éclairent dans les moments de doute et de péril. Vous dites aussi qu'ils sont des phares lorsque la mer monte. Les écrivains sont aussi des auteurs qui permettent de faire émerger des continents inconnus, de mieux se connaître soi-même ou même de traiter de réalités informulées. C'est dans cet aspect que l'on peut trouver Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Je voudrais d'abord dire tout le plaisir qui est le mien à être ici. J'ai été très très heureuse d'avoir l'invitation de Madame Daru. Je remercie profondément Madame Daru et aussi Monsieur Martin pour cet accueil. J'ai été, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, oui, j'ai l'impression que ça va. Voilà. Tout est d'arriver à pouvoir lire. Ah, ben, voilà. Si je le mets comme ça va. Pas bouger. Pas bouger. Mais il faut que je puisse lire aussi. Non. Ah oui, d'accord. Il faudrait 3 mains. Alors je vais essayer de le mettre comme ça, de telle sorte que je puisse lire, mais et que vous puissiez m'entendre. Voilà. Oui, c'est bon. Là. Voilà, donc j'ai commencé par remercier profondément Madame Daru, Monsieur Martin et le Cercle méditerranéen des libertés de m'avoir invité aujourd'hui. Ça m'a fait un grand honneur de pouvoir être ici dans votre programme sur les imaginaires, parce que précisément, il y a plus de 25 ans maintenant, j'ai créé un centre de recherche sur l'imaginaire. Il n'y en avait pas, en tout cas il n'y en avait aucun, et je l'ai créé d'office en pluridisciplinarité. Et comme j'ai eu cette chance d'être prévue à la fin de votre programme d'une année, eh bien, je me suis dit que ce que j'allais faire avec vous, c'était faire un peu une synthèse sur ce qu'est l'imaginaire et comment on peut comprendre que ce thème intervient de plus en plus dans la recherche scientifique, en tout cas en sciences humaines. Et donc je vous propose un plan que voici. Je vais d'abord faire une petite introduction sur mais qu'est-ce que c'est l'imaginaire, ça qu'on soit tous bien d'accord sur ce dont on parle, qu'on ait bien les mêmes notions en tête dont on s'entend. Et puis je vais parler des modes d'efficacité de l'imaginaire, en tout cas sur les 4 plans que voici, cognitif, éthique et politique, de résistance, anxiolytique et protectrice, et puis on va conclure sur ce parcours. Je commence donc tout de suite avec mon introduction, parce que l'imaginaire, qu'est-ce que c'est? Alors, mon centre de recherche, qui était pluridisciplinaire en sciences humaines, c'est-à-dire, moi je suis littéraire, mais il y avait des historiens de l'art, des historiens des mentalités, évidemment, il y avait des philosophes, des psychologues, des spécialistes de la littérature antique et des arts antiques, et aussi des théologiens. Nous avons essayé de trouver une définition commune. Je vous donne d'abord celle-là. Et je vais commencer par faire avec vous ce que je fais quand je donne des cours à mes étudiants sur l'imaginaire.
avant de venir à mon cours, ils pensent que l'imaginaire, c'est on va parler de la fantaisie, des petites fées, des lutins, de ce qui n'existe pas. Et donc, je ne veux pas commencer, bien que je sois littéraire, par une citation de littéraire. Je commence par une citation d'un historien, un homme des faits. C'est ceci. Une idée fausse est un fait vrai. C'est pas seulement une citation, c'est aussi le titre d'un livre de Jean-Noël Jeanneney. C'est un livre qui était sorti chez Odile Jacob en 2000 avec un sous-titre qui était « Les stéréotypes nationaux en Europe ». Alors, c'était en 2000. Le but que se donnait Jeanneney à cette époque-là, c'était de non pas renoncer aux idées reçues, mais essayer de comprendre comment on peut partir de ces idées reçues pour construire correctement, positivement l'Europe. Les idées reçues, on en a tous. Je prends un exemple. Si vous voulez faire une fête réussie, la gastronomie, vous allez plutôt la confier à un Français que par exemple à un Danois. Et l'organisation, peut-être plutôt à un Suisse qu'à un Italien. Bon, voilà. Donc on a des idées reçues et avec ça, on peut quand même essayer d'être constructif. Il ne s'agit pas de savoir si c'est vrai ou pas vrai, c'est pas la question. Une idée fausse est un fait vrai. À cette époque, ça lui faisait penser à la manière de construire positivement une communauté avec des personnes qui sont dans des tas de stéréotypes à propos des uns et des autres. De nos jours, je pense que quand je vous ai mis cette phrase, vous avez sans doute pensé à autre chose. Pardon, je me trompe. Voilà. Vous avez peut-être pensé justement à celui qu'on vient d'évoquer, aux fake news, qui sont des idées fausses, mais avec un fait vrai qui est qu'ils ont débouché sur l'élection de Trump. Et vous pouvez aussi penser à Poutine, avec sa guerre qui n'en est pas une, mais qui quand même amène dans la réalité à des tas de gens de s'engager dans la guerre et de faire un effort de guerre. Bien. Une idée fausse est un fait vrai. Mais une idée vraie, c'est un fait vrai aussi. En fait, les adjectifs n'ont pas beaucoup de sens. Une idée est un fait. Une idée est un fait, c'est-à-dire une représentation mentale bien réelle dans notre esprit et qui peut avoir des conséquences réelles dans notre vécu. Par exemple, s'engager à la vie, au prix même parfois de sacrifier sa vie. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est que l'imaginaire? Ce n'est pas l'inexistant, c'est un fait vrai. Parfois, on utilise le mot imaginaire ou imagination. Quand on utilise le mot imagination, bon, c'est pratiquement la même chose qu'on vise, mais l'imagination, disons que c'est le sens ordinaire, le sens courant, celui qu'on trouve dans les dictionnaires. Moi, je vous propose la définition du trésor de la langue française, faculté d'évoquer des images d'objets déjà perçus. Mais tout de suite, je dois faire des petites nuances. Donc, déjà perçu, ça veut dire qu'on va vers l'arrière, vous avez une expérience antérieure. Mais si je vous dis lilas, par exemple, lilas, bien, soit vous avez un jardin et vous allez penser à l'arbre, soit vous êtes citadin et vous avez pensé aux arbres, aux fleurs que vous mettez dans votre vase, soit vous avez un sens olfactif très développé et vous allez penser au parfum, soit vous êtes un artiste ou bien vous êtes dans la décoration et vous allez penser à la couleur. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des déterminations qui sont liées, il y a déjà différents facteurs qui conditionnent l'image mentale que nous allons associer, chacun de nous, à une représentation, à un signe. Donc, l'imagination, qu'est-ce que c'est selon le TLF? La faculté d'évoquer des images et des objets déjà perçus, et je complète, ou de former des images et d'objets non perçus, parce que les préjugés n'ont pas nécessairement été perçus. Je prends un exemple. Vous avez une collègue qui est toujours de bonne humeur. C'est une femme souriante, vous ne l'avez jamais vue fâchée, triste. Et un jour, vous arrivez au boulot et vous apprenez qu'elle a été licenciée. Et bien tout de suite, vous l'imaginez en pleurs. Elle doit être terriblement déçue. C'est peut-être tout à fait faux, elle est peut-être tout à fait contente, peut-être qu'elle voulait changer de ville et que... Mais voilà,
vous ne l'avez jamais vu, mais quand même vous l'imaginez. Donc vous allez vers l'avant. Ou bien, vous pouvez aussi avoir des préjugés. Par exemple, votre voisin, que vous trouvez un peu snob, vous dit avec grande joie qu'il vient de s'acheter une nouvelle voiture et qu'elle est merveilleuse. Vous imaginez bien sûr une voiture rutilante, rouge, enfin bon, c'est peut-être pas du tout ça. Donc parfois on n'a pas vu avant, on anticipe. Voilà. Donc faculté d'évoquer des images d'objets déjà perçus ou de former des images d'objets non perçus. Alors, ça c'est la définition de l'imagination, mais l'imaginaire, c'est le sens qu'utilisent les scientifiques. Ceux qui se spécialisent, les anthropologues, les sociologues, les philosophes. Et la définition que je vous donne ici, qui est une définition donnée par les spécialistes du rite, c'est la pensée organisée par un réseau d'images mentales. C'est un réseau interactif de représentation mentale nourri par un héritage mythique, religieux, historique, artistique, etc., et par le vécu, ça vous l'avez vu tout à l'heure avec le lilas, est constamment réactivé dans des productions culturelles. Et ce n'est pas un corpus fixe, ça évolue toujours. C'est une dynamique interprétative des signes. Un des grands spécialistes de l'imaginaire, c'est mon collègue Bertrand Gervais, que j'espère que vous aurez un jour l'occasion d'inviter parce que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, mais il habite loin, il habite à Montréal, et il passe souvent par la France par contre. Un jour vous pourrez l'attraper. Donc lui, c'est vraiment donné comme mission, il est sémiologue, donc spécialiste des signes, et c'est donné comme mission de comprendre, c'est le titre de sa série, la logique de l'imaginaire. Alors, cette logique de l'imaginaire, pour lui, c'est que l'imaginaire, c'est une interface entre l'homme et le monde. Une interface, ce qui est à l'intermédiaire. C'est l'élément qui permet un processus de signification. C'est donc l'élément qui permet de relier mentalement un signe à un objet. Et il voit 3 types de relations. L'imaginaire se manifeste sous la forme, dit-il, de stratégies interprétatives organisées en fonction d'un ensemble d'interprétants déjà établis. Interprétants, c'est du jargon de sémiologue, mais je vous explique tout de suite, c'est donc ce qui relie dans votre esprit un signe à un objet mental. Et pour lui, parce que pour lui d'ailleurs, il y a 3 types de relations possibles. Les voici. La ressemblance. Là, vous avez tous compris que c'est une mésange. Ce n'est pas une vraie mésange, c'est une photo de mésange. Vous avez vu des vrais mésanges. Vous pouvez reconnaître. Mais là, s'il y a un petit enfant qui va vous dessiner ça, vous allez quand même reconnaître qu'il essaie de dessiner un Mickey. Mickey n'existe pas, vous ne l'avez jamais vu, vous n'avez jamais vu des représentations de Mickey, puisqu'il n'est que représentation. N'empêche que vous allez comprendre que l'enfant, il a voulu dessiner Mickey. Ça va marcher. La ressemblance. Autre type de chose, la trace. S'il y a ça dans votre entourage immédiat, je pense que vous allez tous comprendre qu'il y a du feu. La fumée, c'est la trace du feu. 3e type de relation possible, la convention. Quand il y aurait ça, vous savez qu'il faut faire attention à celui qui vient du côté de la droite, parce que si vous ne faites pas attention, ça risque de mal se passer. 3 types de relations entre un signe et la représentation mentale qui se forme chez vous. J'ai l'impression que je ne peux pas bouger du tout mon micro. Ça va? Donc, je continue sa définition. L'imaginaire se manifeste sous la forme de stratégies interprétatives organisées en fonction d'un ensemble d'interprétants déjà établis et fondés pour un sujet donné sur ses expériences du monde et de ses manifestations, sur ses connaissances sociales, culturelles, littéraires, artistiques et scientifiques, ainsi que sur ses présupposés et ses préjugés, et on vient d'en parler. Alors, Bertrand Gervais est surtout remarquable parce qu'il a fondé ce qu'il a appelé l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, c'est-à-dire qu'il s'intéresse surtout à nous, à notre imaginaire aujourd'hui, avec cette particularité que nous sommes pour beaucoup de choses, nous sommes conditionnés par l'évolution de la technologie. Ça, c'est vraiment son domaine de prédilection. C'est comment
les choses s'organisent de manière dynamique en nous, dans notre esprit. Comment sommes-nous conditionnés par les écrans, par la technologie, par tout ce qui, dans la modernité, a bouleversé la manière de penser. Nous ne pensons plus du tout de la manière d'un homme du XVIIe siècle. Beaucoup de technologies ont changé notre manière de penser. Alors, quelqu'un d'autre qui s'est intéressé à ça, c'est Jean-Marie Schaeffer. Lui, c'est un spécialiste de la littérature, c'est un sémiologue aussi, mais littéraire. Il dit que le réel est toujours humanisé. Il dit cette belle chose, les choses ne sont jamais simplement ce qu'elles sont, mais ce qu'on les a faites. C'est-à-dire, on les a faites par un procédé d'interprétation. C'est le premier sens de ma conférence d'aujourd'hui. L'imaginaire, c'est un mode d'emploi du monde. C'est un rapport médiatisé par des images que nous portons en nous, par notre culture, par notre vécu. Mais nous sommes loin d'être conscients de tous les filtres interprétatifs que nous utilisons. Quelqu'un qui s'est intéressé à ça, c'est un épistémologue, quelqu'un qui comprend comment nous comprenons le monde, qui analyse ça. C'est Gaston Bachelard, la formation de l'esprit scientifique. Il s'est intéressé aux stratégies et aux erreurs des scientifiques. Pourquoi est-ce que parfois on reste bloqué sur une interprétation et pendant des décennies on reste bloqué sur quelque chose, on n'arrive pas à faire évoluer la science? Il dit que ces blocages tiennent toujours à des images préalables qui font écran. Et donc, il s'est intéressé à ce qui pourrait faire blocage. Et en particulier, il s'est intéressé aux 4 éléments naturels. Le feu, l'eau, l'air, la terre. Et il a déduit de toutes ces observations, ces analyses, que ces 4 éléments sont des phénomènes fondamentaux qui organisent notre pensée et qui peuvent vraiment bloquer une interprétation. Il a donc observé des lois de l'imaginaire, des invariants, et entre autres le fait que l'imaginaire de la matière est toujours l'élément prédominant dans une interprétation. C'est-à-dire, l'élément matière est plus important que la forme. Et vous allez l'expérimenter tout de suite si je vous montre ceci. Ce sont des oiseaux, mais c'est en pierre. Si quelqu'un dans cette salle imagine que l'oiseau va s'envoler, l'imaginaire de la matière, la lourdeur de la pierre, va toujours l'emporter sur vous, sur la forme de l'oiseau, qui est une forme qui est faite pour être aérodynamique. Voilà. Donc, il y a des lois. Et le disciple de Gaston Bachelard, Gilbert Durand, a essayé de trouver s'il n'y a pas des lois qui convenaient pour l'humanité entière, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu, quelle que soit la culture. Est-ce qu'il y a des choses qui sont valables pour l'ensemble de l'humanité? Alors il est évidemment parti d'un variant de l'expérience de l'humanité. Par exemple, la lumière. La lumière, c'est toujours le soleil qui se lève. Donc, la première loi d'imaginaire, c'est que la lumière apparaît toujours sur fond d'obscurité et elle apparaît dans un mouvement ascendant. À partir de là, il a trouvé que la verticalité, c'était un des éléments, un des axes de notre imaginaire. Il en a trouvé 3 comme ça. La verticalité qui va avec l'extériorisation, mais aussi l'avalement qui va avec l'intériorisation et le cycle, ce qui fait retour. Voilà. Donc, il a trouvé qu'il y avait 3 types d'images. Je reprends la lumière. Pensez un peu à tous les films que vous avez vus où il y a un héros. Le héros, en général, c'est un homme debout, dressé. Pensez à des tas d'affiches de cinéma que vous connaissez. C'est un homme debout, dressé, lumineux. Voilà. Pensez aussi à vos publicités, vous allez voir que ça marche pas. Donc l'imaginaire est régi par des lois. Ce n'est pas la folle du logis, comme l'appelait Malebranche au XVIIe siècle. Il pensait qu'elle était toujours source d'erreur. Non, pas nécessairement, elle peut l'être, mais pas nécessairement. En tout cas, il y a des lois. Nous ne sommes pas libres d'imaginer. Et ce n'est pas seulement ce qui concerne l'irréel, la fantaisie, et ce n'est pas quelque chose de totalement libre. C'est un processus d'interprétation de signes au départ d'un héritage qui est pour une part anthropologique, et pour une autre part culturelle, et pour une autre part aussi liée à notre vécu. Je reviens à l'exemple du lilas. Et ça fait donc intervenir aussi
la subjectivité, l'inventivité de chacun. Ça fait partie d'une procédure d'individuation des personnes. Et en particulier, une chose qui conditionne aussi notre manière d'imaginer, c'est la langue. Alors, celui qui s'est intéressé à ça, c'est Ernst Cassirer. Je vais vous citer beaucoup de monde aujourd'hui parce que je vais rendre à César ce qui revient à César. Hein. Donc je vais vous citer beaucoup de gens qui m'ont aidé, moi, à théoriser l'image. Ernst Cassirer a écrit ce magnifique ouvrage, Langage et mythe. Il dit que la langue est en soi une vision du monde. Par exemple, dans une catégorie linguistique, dans une langue, il peut y avoir une catégorie linguistique qui n'existe pas dans une autre. En français, vous n'avez pas la catégorie neutre, mais les langues germaniques, non. Vous, français, vous pouvez dire « moi je », tout le monde comprend ce que dire « moi je ». Moi j'ai fait ça hier, enfin il n'y a pas de problème, tout le monde comprend « moi je ». En japonais, il n'y a pas de mot pour ça. Il n'y en a pas. Il y a « moi dans ma famille », « moi dans ma firme »,« moi dans ma ville ». Il n'y a que des identités collectives. « Moi je », il n'y a pas de mot. L'imaginaire, il est aussi lié à ce que notre langue nous permet d'imaginer. Nous pensons, nous imaginons dans une syntaxe, dans une grammaire, dans une langue. J'ai d'ailleurs une petite anecdote amusante à ce sujet-là qui m'est arrivée lors d'un colloque. C'était au Saskatchewan, au Canada, terre plate et aride. Et dans ce colloque, il y avait beaucoup d'Européens, il y avait des Français, j'étais la seule Belge, mais voilà. Il y avait beaucoup d'Occidentaux. Et il y avait aussi des Américains, mais des Blancs. Et tout à coup, un autochtone, donc quelqu'un qui était indien du Saskatchewan, prend la parole, et avec un peu d'agressivité, je dois dire, il commence à se moquer de tous ces Européens, tous ces Occidentaux, qui parlaient de la terre-mère, la terre nourricière, parce que dans sa langue, la terre, il est du Saskatchewan, la terre, c'était un neutre inanimé. Et donc il se moquait de nous, croyons faire un package, hein, mettre dans un seul groupe tous les Indiens, quels qu'ils soient, dans tous les territoires, parce que tous nous étions persuadés que la terre nourricière, la terre-mère, c'était quelque chose d'indissociable de l'esprit. Ils avaient aussi quelque chose qui était dans leur langue et qui n'est pas dans la nôtre. Ça, c'était très drôle aussi. Nous avons par exemple la catégorie actif-passif. Hein. Eux, ils avaient la catégorie, dans sa langue, ils avaient la catégorie vrai-faux. Le vrai chef, le chef indien. Le faux chef, le shérif. Voilà. Alors, selon Jean-Philippe Pierron, dont vous allez beaucoup entendre parler aujourd'hui, parce que vous voyez qu'il avait un sujet de livre qui était très très proche quand même de l'ensemble de vos conférences ici. Selon Jean-Philippe Pierron, la langue constitue un milieu de vie qui informe la réalité et qui ne se contente pas uniquement de l'enregistrer. Chaque langue se révèle une forme spécifique qui médiatise notre être au monde, qui l'informe, qui l'appréhende en découpant des traits ou des formes particulières. Donc la langue, c'est une puissance de construction du monde en monde. Pour reprendre la belle définition d'Anne Arendt que vous avez citée plus tard. C'est pourquoi Paul Ricoeur s'intéresse beaucoup au langage. Il dit « L'imagination n'est pas sans loi, elle tire son efficacité d'être inscrite dans des procédures, des cadres, des contextes qui la configurent. Et c'est le fait qu'il y ait des lois qui permet la transmission des imaginaires, qui permet la propagation des imaginaires entre les personnes. » Voilà. J'ai fait un petit topo maintenant sur ce qu'est l'imaginaire ou l'imagination. Je reviens maintenant au propos proprement dit de ma conférence, à savoir quels sont les modes d'efficacité de l'imaginaire. Et je commence évidemment par la cognitive. L'imaginaire a une fonction cognitive. En tant que processus d'interprétation des signes, l'imaginaire a une fonction cognitive particulière. Elle intervient selon des modalités possibles qui ont été analysées, entre autres par Jean-Marie Schaeffer.
Et il voit deux types de fonctions, la fonction instrumentale et la fonction ludique. Qu'est-ce qu'il entend par là? Les fonctions instrumentales, ce sont celles qui sont un détour nécessaire par l'imaginaire pour atteindre le réel. Il donne un exemple, que vous connaissez sans doute, surtout s'il y a des mathématiciens dans la salle, ce sont les nombres imaginaires. Les nombres imaginaires, depuis le 19e siècle, on ne les appelle plus comme ça, on les appelle les nombres complexes. Mais ils ont pour rôle de permettre la résolution des équations au deuxième et au troisième degré, et ça c'est depuis le XVIIe siècle. Ils ont été inventés par Jérôme Cardon au XVIIe siècle. Voilà. Donc ils portent sur des calculs qui, eux, portent bien sur des nombres réels. J'ai même la formule. Voilà, je ne vais pas vous commenter la formule ici, mais il y a quelque chose que même si on n'est pas très fort en mathématiques, on peut comprendre. I au carré égale moins 1. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ce sont des nombres imaginaires, mais ils n'empêchent pas d'atteindre le réel. Ils sont même parfois la condition indispensable pour l'atteindre. Mais ces nombres ne jouent pas un rôle en termes de vérité, en termes de référentiel vers le réel. Ils jouent un rôle interactionnel. Ils interviennent activement dans un processus de connaissance. Et bien sûr, la mise en œuvre de nombres imaginaires implique qu'on comprenne, qu'on connaisse le statut imaginaire, puisque c'est ce statut qui détermine les contraintes de l'opération. Voilà. Alors, ces fonctions instrumentales, je prends l'exemple facile des mathématiques, mais elles sont sérieuses et elles n'interviennent pas seulement dans les mathématiques. Elles peuvent intervenir dans des contextes très concrets, où on n'avoue pas nécessairement le côté imaginaire, où on le cache, on le camoufle, et ça peut être quelque chose qui est utilisé dans une intention perverse. Donc, attention, l'essence et l'usage doivent souvent être utilisés. L'imaginaire peut être instrumentalisé à des fins prétendues cognitives, et précisément inverse. Et je reviens à l'exemple qu'on a déjà donné, les dictatures, celle de Trump en particulier, puisque ce sont les tous, réécrivent l'histoire à l'avantage du tyran. Elles désinforment pour mieux régner sur un peuple ignorant. Je dis Trump, il peut y avoir des tas de... Les tyrannies ont utilisé ce stratagème. Et là, on l'accorde sans peine, il y a un objectif éducatif prioritaire. Que l'idée soit présentée comme vraie ou comme fausse, il faut une critique des sources. Il faut une intervention de la rationalité comparative. C'est toujours nécessaire, avant d'accorder foi à quoi que ce soit présenté comme vrai ou présenté comme faux. L'imaginaire est un mode d'emploi du monde. Quel est l'objectif de son usage? C'est toujours une question qu'il faut se poser. D'autre part, donc, il y a ce que Jean-Marie Schaeffer appelle la fonction ludique. Les fonctions ludiques, ce sont celles qui sont leur propre fin. C'est-à-dire que nous nous y engageons librement pour la satisfaction intrinsèque qu'ils nous apportent. C'est le cas des jeux des enfants. On fait comme si, on a tous fait comme si dans notre... C'est le cas de la littérature, qui avoue être littéraire. Et comme je suis spécialiste en littérature, je vais vous donner beaucoup d'exemples en littérature, mais tout ce que je vais dire serait aussi valable pour le cinéma, pour les arts, pour la musique. Moi, je vais vous donner des exemples littéraires, puisque je suis plus familière. Le point commun entre les fictions ludiques, c'est l'imitation. L'imitation du réel. C'est la mimésis, ce que Schaeffer appelle la feintise ludique partagée. Feintise, pourquoi? Ludique parce qu'on s'amuse, partagée parce qu'il faut qu'on soit d'accord, évidemment, sur... Non, si on vous donne un mot en chinois et que vous ne connaissez pas le chinois, la boîte ludique, ça ne va pas vous amuser beaucoup. Bien. Partagée. Et nous sommes donc conscients de leur caractère imagé. Mais tant la fiction littéraire que le jeu de rôle des enfants peuvent avoir une fonction cognitive. D'abord, il faut dire que ces fictions sont assorties d'effets réels immédiats.
que vous interprétiez un frère réel, je ne sais pas, vous êtes victime, pardon, pas victime, vous êtes témoin d'un accident, ou bien que vous lisiez l'histoire d'un accident dans un récit, vos neurones seront affectés exactement de la même manière. Et vous aurez des mêmes affects. La peur, au contraire, la peine, l'émerveillement, la joie, enfin. Une émotion, c'est aussi une information. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que les jeux donnent accès à des représentations mentales qui peuvent intervenir sur nos réactions futures dans le réel. À court terme, à moyen terme et parfois à long terme. Elles rejaillissent sur notre vécu, parfois de manière extrêmement durable. Alors là, je vais prendre un exemple historique-littéraire. Beaucoup d'entre nous ont une idée bien précise, je pense que tous ici, on a une idée bien précise de qui était Napoléon, comment il était, c'était quoi son caractère, c'était sa vie, qu'est-ce qu'il a fait, quelle personnalité il avait, etc. Et pourtant, évidemment, on ne l'a pas connu, et sauf peut-être s'il y a des historiens de l'époque napoléonienne dans la salle, nous n'avons pas été relire les archives. Hein. La plupart des choses que nous connaissons sur Napoléon, c'est parce qu'on a lu des livres, c'est parce qu'on a vu des films, c'est parce qu'on a vu des œuvres d'art, etc. Et tout ça a façonné notre image du personnage, tant et si bien que nous croyons tous très bien connaître qui est Napoléon. Alors ça, il y a eu un nombre incroyable de livres qui mettent en scène Napoléon dans la fiction. Quelques petits exemples, parce que dans le territoire français, ces livres ont eu vraiment une influence sur notre perception héroïsante du personnage. Alors pour rappel, il est en exil depuis 1815 à Sainte-Hélène et il y meurt en 1821. En 1931, donc 10 ans après sa mort, Alexandre Dumas écrit une longue pièce, c'est 6 actes, c'est un drame en 6 actes, Napoléon Bonaparte, 30 ans d'histoire de France, où il le montre comme un homme intrépide, d'une volonté de faire. Un peu plus tard, Stendhal, 1839, on l'appelle 8 ans plus tard, écrit La Chartreuse de Bois, un roman qui a été édité, réédité de nombreuses fois, y compris, comme vous le voyez, avec Napoléon en couverture, et pourtant, si vous avez lu ce livre, vous savez que ce n'est pas Napoléon qui est le héros de ce livre. Mais, voici comment s'ouvre ce livre. Chapitre 1, première phrase, le titre « Milan, 1787 ». Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. Alors un peu plus loin, il dit aussi qu'il a fait des miracles de hardiesse et de génie, etc., etc. Maintenant, je saute encore un petit peu dans le temps, j'arrive à Léon Bloy, on est en 1912, donc on est presque 100 ans après sa mort. Dans l'âme de Napoléon, Léon Bloy en fait un homme guidé par la grâce, un instrument d'un grand destin. Est-ce qu'il y a des retombées dans le vécu de tout ça? Eh bien oui, je peux vous le dire d'une manière très certaine et expérimentée tous les jours, parce que Waterloo, c'est en Belgique, je passe devant tous les jours dans le boulot. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je crois que l'effet réel, populaire est remarquable, parce que pour moi, Napoléon, c'est un des rares, sinon le seul conquérant, dont le lieu de la défaite, Waterloo, est devenu le lieu de son culte héroïque. Voilà, fonction cognitive. Deuxième fonction, éthique et politique. L'imaginaire, c'est un processus qui n'est pas fixé, c'est un processus dynamique, toujours en mouvement. Il maintient le sens en perpétuelle évolution. Et donc, il permet de ne pas se figer. Il permet d'éviter le danger d'un figement intellectuel qui guette évidemment dès lors qu'on se laisse déterminer par un seul critère unique d'interprétation et pas par une multiplication de critères. Par exemple, la rationalité, la seule utilité sur le plan du profit. Non. L'imaginaire, il se nourrit aussi de l'approche sensorielle, de l'approche émotionnelle. Et donc, il est plus complexe. Il fait sortir du simple dilemme raison
émotion. C'est pourquoi Hannah Arendt, qu'on vient de citer tout à l'heure, le voit comme un rempart éthique, parce qu'il nous empêche de devenir ce qu'elle appelle des fonctionnaires du mal, enfermés dans un automatisme de pensée et donc d'action. L'imaginaire a toujours une force d'innovation. Il maintient une porte de sortie par rapport à l'inertie, par rapport à la fatalité aussi, de par sa prise en compte permanente de ce qui survient, et en particulier des formes d'altérité que nous rencontrons, auxquelles nous sommes confrontés, et qui vont diversement faire évoluer notre imaginaire. Et cette caractéristique a des implications éthiques indéniables. Alors, Marielle Massé, qui est une chercheuse française contemporaine, toute jeune, elle porte un regard d'anthropologue sur nos manières de parler, ce qu'elle appelle nos styles. Et elle souligne ceci. Elle dit « L'horizon d'un vivre ensemble repose peut-être sur la façon dont chaque individu peut, ou ne peut pas, sait ou ne sait pas, se plier au dehors de lui-même, imaginer, mais imaginer vraiment, d'autres vies que la sienne. En d'autres termes, accéder à ce qu'elle appelle l'imaginaire du semblable. » Et Martha Nussbaum, que vous connaissez peut-être pour ce livre parce qu'il est très célèbre sous son titre original Not for Profit en anglais, traduit en français par Les émotions démocratiques, comment former un citoyen au XXIe siècle. Elle s'est penchée sur la même question et elle fait le point dans cet ouvrage. Et pour elle, ce sont, et je cite encore, nos capacités d'imagination qui nous rendent humains, qui font de nos relations des relations humaines riches, plutôt que des relations de simple usage ou de manipulation. Lorsque nous nous rencontrons en société, dit-elle, si nous n'avons pas appris à voir à la fois en nous-mêmes et en autrui, en imaginant à l'autre des facultés intérieures de pensée et d'émotion, la démocratie est vouée à l'échec. Car la démocratie, évidemment, elle est construite sur le respect, sur l'attention, et ces qualités dépendent à leur tour de notre manière de les voir comme des êtres humains, et non pas comme de simples objets. Alors elle appelle ça une rencontre d'une autre personne comme une âme. Comme une âme plutôt que comme un simple instrument utile ou un obstacle à ses propres projets. Alors on sait que pour violenter l'autre, il faut cesser de le regarder comme un égal. Il faut le considérer comme un inférieur. Bon. Mais on en a eu aussi un exemple flagrant en politique récente, dans le bureau ovale, n'est-ce pas? Où je pense qu'on a bien compris qu'effectivement, ce n'était pas un moment de rayonnement de la démocratie. La démocratie suppose la capacité à dépasser des intérêts individuels pour affronter des problèmes collectifs à l'égard d'un bien commun et la capacité d'imaginer avec empathie les difficultés d'autrui et à se montrer solidaire. C'est pourquoi Martha Nussbaum clame, et ça m'arrange, moi, littéraire, elle clame l'importance de la littérature dans l'éducation, puisque la littérature nous introduit à 1000 autres vies que la nôtre, et autant d'intériorités subtiles de personnages, autant de situations complexes. Elle enrichit donc notre sensibilité, notre réservoir mémoriel de possibles, et c'est un préalable pour, dit-elle, aider la compassion et aider la compassion et l'empathie à remporter le combat contre la peur et la haine. Quelqu'un qui va dans le même sens et qui est un homme extraordinaire, c'est Nuccio Ordine. Peut-être que vous connaissez son petit L'utilité de l'inutile, un magnifique petit livre qui a été traduit en 24 langues et dans 35 pays, c'est dire, et qui défend, lui, les lettres d'une manière générale, les lettres et tout ce qui est considéré dans l'enseignement comme inutile, c'est-à-dire non professionnalisant. Hein. Voilà. Au vu d'intérêts, évidemment, purement économiques, puisque tous ces apprentissages ne jouent pas un rôle utile. Mais, dit-il, ils jouent un rôle fondamental dans la formation de l'esprit, dans l'élévation du niveau de civisme et de civilisation de l'humanité. Et dans cette perspective, dit-il, je le cite, « Je considère comme utile tout ce qui nous aide à devenir meilleurs. Et l'imaginaire y joue un rôle essentiel. »
Il cite d'ailleurs lui-même un discours, celui de Vargas Llosa, au moment où il a reçu son prix Nobel de littérature, c'était en 2010. Je vous cite un petit passage de ce discours. « Un monde sans littérature serait un monde sans désir, sans idéal, sans insolence, un monde d'automates, privé de ce qui fait un être humain dans ce qu'il est vraiment, la capacité de sortir de soi-même pour devenir un autre et des autres, modelé dans l'argile de nos rêves. » Fin de citation. Alors certes, je suppose que vous vous dites, oui, mais la littérature, ce n'est tout de même pas que l'expression. C'est vrai. Mais dans nos lectures, de même que dans toutes les œuvres d'art, de musique, etc., les œuvres qui nourrissent notre imaginaire, qui ont confirmé notre désir d'une vie épanouie, profonde, qui ont enrichi notre vie intérieure, toutes ces œuvres ont renforcé notre sensibilité et vous constaterez qu'elles surnagent comme l'huile sur l'eau sur tous les livres qui nous ont heurtés ou déplu. De plus, avoir découvert des œuvres auxquelles nous n'adhérons pas nous a confirmé dans ce que nous attendions. Ils nous ont affermis, aguerris contre ce qui nous agresse. Et ils nous ont résolus à aller chercher ailleurs notre bonheur. Ce qui fait sens pour nous, avec encore davantage de conviction. Quand les œuvres nous bousculent dans nos certitudes, eh bien, elles nous rendent aussi service. Gaston Bachelard, que j'ai déjà cité, a une belle formule. Il dit « Il faut que toutes les valeurs tremblent. Une valeur qui ne tremble pas est une valeur morte. » Qu'une œuvre parle d'un idéal ou qu'elle parle d'horreur, elle médiatise toujours notre rapport au monde et elle nous éduque sur le plan éthique. Que ce soit par l'exemple à imiter ou par le contre-exemple à éviter ou à méditer. Alors je vais reciter Jean-Philippe Piron qui dit « L'horreur de ce que l'homme peut faire en appelle à l'honneur de ce qu'il doit faire. » L'ampleur des mots créés, les mots M-A-U-X, créés par l'homme, n'a jamais éradiqué le désir d'une vie éthique et d'une vie bonne. Il y a bien sûr des images répulsives qui nous tétanisent. Il y a bien sûr des choses qui ne nourrissent pas l'esprit, qui ne nous comblent pas le cœur non plus. Mais il y a aussi des images qui nous mobilisent et qui nous donnent de l'élan, qui nous permettent de trouver de l'énergie pour redéployer autrement notre être monde. Et il y a aussi tout ce que Félix Leclerc, le Canadien, appelait le petit bonheur, rappelez ce petit, qui nous apporte douceur, calme, et qui, à sa manière, répond aussi aisément la brutalité. Attention, l'imagination peut aussi être perverse, c'est vrai. Ici encore, on sait que les politiques autoritaires ne se privent pas de nous proposer une profusion de fiction orientée vers des modèles factices de bonheur qui ne servent que leurs propres intérêts et qui nous endorment en nous piégeant dans l'impuissance. On le sait. Par conséquent, toutes ces fictions combattent les fictions libres, susceptibles de contrevenir à cet ordre prescrit. Et ici aussi, l'éducation doit jouer un rôle. À qui profite la version du bonheur proposée? Voilà la question essentielle. C'est souvent la question qui permet de distinguer les propositions humanistes de celles qui ne le sont pas. Les propositions qui visent le bonheur de tous de celles qui visent le bonheur de quelques-uns. Alors, tout à l'heure, je vous disais, il faut de la rationalité comparative. Moi, ici, je vous dis, il faut aussi de l'axiologie. Il faut réfléchir aux valeurs. L'épanouissement de tous ou de quelques-uns? C'est une question à se poser. Et bien sûr, rien n'est simple. On sait, par expérience, que les sectes les plus atroces sont capables de recruter des gens extrêmement intelligents. Et que ces gens extrêmement intelligents sont capables, sous l'emprise de cette secte, de commettre même des crimes. On le sait. La rationalité permet de vérifier la véridicité de ce qui nous est dit, mais l'axiologie doit aussi toujours être présente.
Fonction de résistance. L'imaginaire nous dynamise intérieurement, il nous porte aussi à l'action. C'est ce que dit Ricoeur. C'est le texte du texte à l'action, et il dit ceci: l'imagination est la faculté du possible pratique. C'est fort de dire ça. L'imagination, faculté du possible. Pourquoi? Parce qu'elle nous initie à la capacité de faire varier les possibles. Elle augmente comme ça notre mode de présence à l'action, parce qu'elle nous invite à anticiper, à nous projeter, à simuler. Et tous ces mécanismes peuvent se muer en une dynamique d'action. En d'autres termes, l'imagination engage une rénovation intérieure qui peut déboucher sur une rénovation extérieure. Alors, je reviens à Piron, parce qu'il a de belles formules. Imaginer, c'est éveiller son monde pour éveiller le monde. Et il dit aussi quelque chose de très intéressant, à savoir que on a tendance à trop vouloir associer le travail de l'imagination à celui du figuration, pour oublier que l'imagination, c'est aussi une puissance de défiguration. Autrement dit, de pouvoir imaginer ou expérimenter autrement que. Et ça, c'est très important. Pouvoir imaginer, c'est pouvoir expérimenter autrement que. Autrement que ce qui est présenté comme normal. Pouvoir travailler à inventer d'autres réponses aux questions qui se présentent et inventer positivement une manière d'affronter les difficultés du vécu, d'affronter l'imprévisible, d'affronter l'inacceptable. Résister pour rester sur la voie de la dignité, dit encore Lucio Orsi. Parce que face à l'injustifiable, l'urgence, c'est d'abord de lutter pour prendre soin, pour ne pas lâcher l'espérance, pour se dire que l'immonde étant là, tout n'est pas encore donné et que l'immonde ne peut pas avoir le dernier mot. Poser que le monde des possibles est plus vaste et laisse une chance à l'improbable. Laisse une chance à l'inventivité pour trouver une porte de sortie vers un mieux-être. Imagination et volonté sont les deux aspects d'une force profonde. L'exploration de la créativité de l'imaginaire peut rendre habitable le monde. Elle intègre elle-même une dynamique de désir qui débouche sur l'agir. Un exemple très concret, et c'est un poème que je suis sûre que vous connaissez, c'est Invictus, invaincu. Invictus, c'est un poème de William Henley, c'est un écrivain anglais ici, qui a écrit ce poème quand il avait 25 ans, dans des conditions très difficiles, puisqu'il venait de se faire amputer de la jambe à cause d'une tuberculose osseuse, et il voulait se renforcer lui-même, et il a écrit ce poème que je pense que vous allez reconnaître, c'est juste une petite partie du poème. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noires comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu quel qu'il soit, pour mon âme, invincible et fière. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Peut-être que ce poème qui a été de nombreuses fois cité, vous l'avez rappelé de l'avoir vu dans le film Invictus. C'était un film avec Clint Eastwood en 2009. Voilà. C'était un film qui relatait les événements en Afrique du Sud avant et pendant la Coupe du Monde de rugby à 15, c'est-à-dire le moment où Nelson Mandela a eu l'idée de créer un sentiment d'union nationale au-delà des différences de race, à partir du sport. Nelson Mandela, il était très attaché à ce poème parce que c'est ce poème qui l'avait aidé à tenir durant les 27 années de prison qu'il avait vécues. Tout ça pour sa lutte pour les droits des Noirs. Il s'était appuyé sur l'imaginaire de force attachée au mot capitaine et sur l'imaginaire de l'inviolabilité du mot âme. Grâce à ça, grâce à ces mots, il avait pu, dans l'imaginaire, se forger un récit de victoire. Cette victoire intérieure lui était accessible. C'est pourquoi il a pu écrire par après que la plus grande gloire n'est jamais de tomber, mais de se relever après la chute.
Un gagnant, dit-il, est juste un rêveur qui n'a pas cédé. L'imaginaire, c'est la force intérieure de nombreux opposants politiques. Il y en a qui sont célèbres, c'est un Navalny. Il y en a qui sont moins connus. Moi, je pense par exemple, en mars 25, il y a eu au sommet de Genève sur les droits humains et la démocratie, il y a eu une petite Tibétaine qui est venue. Personne ne la connaissait. C'est une petite Tibétaine qui, à 15 ans, avait été enlevée, avait été condamnée à 10 ans de prison, simplement parce qu'elle avait un petit drapeau du Dalai Lama. Et elle aussi, ce dont elle témoignait, c'est que pendant ces 15 ans qui étaient atroces, ce qui lui a permis de tenir, c'est l'imaginaire. C'est sa réserve d'imaginaire. Alors, évidemment, ce sont des situations extrêmes, mais nous, chacun de nous avons aussi des exemples de livres ou de films ou d'œuvres qui nous ont permis de tenir face à des malheurs qui sont des malheurs ordinaires, qui ne sont pas moins des malheurs, des maladies, le handicap, un accident, un deuil, tout ça. Et nous avons tous des moments où nous savons que nous avons pu supporter les choses grâce à des modèles imaginaires qui sont peut-être des figures, qui sont peut-être des phrases auxquelles nous nous rapprochons et qui nous permettent de nous renforcer. Et certains écrivains se donnent d'emblée cet objectif. Ils écrivent d'abord pour eux-mêmes, mais pour faire face à des difficultés, en évoquant la vision d'un monde qui est pleinement habitable, qui leur fait du bien, et où ils s'attachent à des figures de résistance à l'adversité. Et par rebond, évidemment, quand il le fait, ça touche les lecteurs. Alors, je vais vous parler d'Henri Beauchot, puisque je suis un spécialiste. Une petite phrase qui est dans un de ses journaux. Dans le champ du malheur, planter une objection. La littérature, pour lui, c'est cette objection. Mais je vais vous citer aussi une autre écrivaine contemporaine, celle-ci, Sylvie Germain. Dans Magnus, elle dit « La fiction peut réinsuffler dans la réalité de l'énergie, de la lumière, de l'inédit, quand elle s'embourbe dans la médiocrité, dans la laideur et la bêtise. » Elle dit ça dans un roman qui s'appelle Magnus. Et vous objecterez sans doute ici aussi que la littérature peut à l'inverse nous piéger dans l'illusion. Un bel exemple que tout le monde connaît, c'est Madame Bovary, bien entendu. Madame Bovary, qui, elle, a fini par se suicider pour n'avoir pas accepté que le réel diffère des clichés romantiques dans lesquels elle se berçait à force de lire les mêmes livres. L'erreur de Madame Bovary, qui est un contre-exemple pathétique, c'est d'avoir trop espéré des autres, son amant, de se conformer à ses propres imaginaires de bonheur et de s'être enfermé dans un monde féerique sans volonté d'en sortir. L'illustration ici de cette couverture est magnifique parce qu'elle la montre comme une cage, enfermée elle-même, elle ne sort pas plus de sa cage que l'oiseau. Donc c'est une très très belle illustration. Elle la montre, on montre qu'elle est restée prisonnière de ses clichés, qu'elle n'a pas considéré la possibilité d'agir positivement sur son propre réel. En avalant le poison, à la fin de sa vie, elle ne fait une fois de plus que de fuir son existence, fuir, au lieu de s'insérer de manière inventive, imaginative. C'est pathétique. Par contraste, Hannah Arendt, à laquelle je reviens encore, dont on connaît la force intérieure, a ces mots magnifiques. Les hommes, bien qu'ils doivent mourir, ne sont pas nés pour mourir, mais pour innover. L'imagination, c'est un mode d'emploi du monde pour ceux qui décident d'intégrer dans une même dynamique leur désir d'être et leur agir. En d'autres termes, l'intériorisation des potentialités. Non, allez-y. Oh, ça va, on va allumer. L'intériorisation des potentialités et l'extériorisation de choix de vie qui leur donnent forme. Merci, c'est plus facile. Alors, j'ai trouvé, j'allais vous en parler parce que c'est une toute jeune écrivaine et elle vient de faire paraître un petit éloge de l'imagination. Elle dit « Je sais ce que je dois à l'imagination, de n'avoir pas péri, 1000 fois au moins. Et si aujourd'hui retrouvais mon chemin, je ne vais plus le perdre. » Laura Elmaki, toute jeune autrice, qui raconte comment elle est tombée hors de l'imaginaire. Et ce qu'elle raconte, c'est la vie dans laquelle on est bombardé tous les jours. C'est-à-dire,
Une vie standardisée, une vie piégée dans la course à la performance, piégée dans des sollicitations de toutes parts pour faire ceci, porter cela, et qui finalement nous dévitalise. Elle est finalement tombée en dépression, heureusement pas pour toujours, elle en est sortie et maintenant elle est tombée hors de l'imaginaire, comme aussi les détenus de Fleury-Mérogis, auxquels s'adresse Nancy Houston dans le cadre d'un de ses ateliers de lecture, dont elle rencontre dans l'espèce fabulatrice. Elle va donc à Fleury-Mérogis et une des détenues de son club de lecture lui dit « À quoi ça sert d'inventer des histoires alors que la réalité est déjà tellement incroyable ?» Que répond Nancy Houston? Alors, je vous lis le passage. Donc, face à ces détenus qui sont frustrés, elle pense, je cite, « Quelles sont les fictions ayant déterminé la réalité incroyable des femmes emprisonnées à Fleury-Mérogis? De quel délire ont-elles été l'objet ou le sujet? Fables d'amour, jalousie, violence conjugale débouchant sur le meurtre? Fables de la perfection maternelle, conduisant à l'infanticide? Fables politiques et religieuses, les incitant à poser des bombes? Fables sur le bonheur qui serait à chercher dans l'argent ou la drogue? Et voici ce qu'elle a répondu à la bouleversante question de la détenue. C'est parce que la réalité humaine est gorgée de fictions involontaires et pauvres qu'il importe d'inventer des fictions volontaires et riches. Car au lieu de s'avancer masqués comme des millions d'autres fictions qui nous entourent, nous envahissent, nous définissent, la littérature annonce la couleur. Je suis une fiction, dit-elle. Aimez-moi en tant que telle. Servez-vous de moi pour éprouver votre liberté, repousser vos limites, découvrir et animer votre propre créativité. Suivez les méandres de mes personnages et faites-les vôtres, laissez-les agrandir votre livre. En se présentant comme une fiction, en nous permettant de la choisir, la littérature nous dégage un temps, des obligations et contraintes des innombrables fictions subies. Elle nous fait le cadeau d'une réalité qui, tout en étant reconnaissable, est en même temps autre, plus précise, plus profonde, plus intense que la réalité au dehors. Elle nous donne des forces pour retourner dans cette réalité-là et la lire, elle aussi, avec plus de finesse. Et peut-être sera-t-on amené à agir dessus. Et je passe maintenant au dernier point, la fonction anxiolytique et protectrice. La fiction littéraire se présente, sauf exception, d'emblée comme une fiction, évidemment. C'est en ça qu'elle peut jouer un rôle protecteur. Les conséquences de la duperie ne sont pas toujours évidemment aussi tragiques que celles qu'évoque Nancy Houston. Mais déjà, les parents, les éducateurs, les politiques, y compris culturelles, les publicités commerciales, les algorithmes informatiques peuvent se présenter non pas comme des fictions, mais comme le réel. La fiction se camoufle et qui ne correspondent pas nécessairement à nos aspirations véritables. Je pense que je ne dois pas donner d'exemple, vous en avez tous certainement. En un mot, nous subissons souvent les pressions diverses qui nous font perdre notre droit à l'individuation. Par contraste, comme l'explique Marielle Massé, l'imaginaire est stimulé par la lecture littéraire qui est pratiquée par des individus qui sont placés en interaction avec une œuvre. C'est un exercice qui relève de l'individuation. Et dans cette libre confrontation à la proposition d'un écrivain, c'est une proposition, il n'a aucune possibilité de nous obliger à le suivre, abandonner. Nous stylisons, dit-elle, notre propre vie mentale. Nous affinons notre propre personnalité sans contrainte. L'imagination de l'auteur, qui est affirmée comme telle, n'exige aucune adhésion. Elle ne fait jamais de nous de simples followers.
Jean-Marie Schaeffer, je reviens à lui, dit que la fiction opère comme un sas au niveau de nos représentations mentales. Elle montre des modèles, elle montre des contre-modèles qui sont compris comme fictionnels, le temps de la fiction. Et il n'oblige pas à croire. Elle propose au contraire une mise à distance, puisqu'elle s'affiche comme une invention, parfois même très humoristique. Elle nous offre des répertoires d'actions, des situations, des attitudes, des sentiments, et elle nous en donne aussi l'issue, ce qui nous permet à nous, lecteurs, de nous situer dans notre propre subjectivité, de prendre ces éléments dans un écart rassurant, de faire des expériences d'une manière beaucoup moins menaçante que dans le réel. Vous avez tous déjà lu des drames psychologiques qui se passent dans la pègre, dans des endroits extrêmement dangereux où vous ne mettriez pas un pied dans le réel, ou lu des romans historiques terribles où vous êtes très très heureux, en refermant le livre, d'être au XXIe siècle. Voilà. Cette expérience littéraire de la fiction rejoint ce que le pédiatre et psychanalyste Winnicott appelle l'espace potentiel ou encore l'objet transition. C'est ce qui caractérise le jeu des enfants. Dans leur jeu, les enfants font à leur manière des jeux de rôle, ils peuvent simuler, peuvent examiner, peuvent tester des attitudes, ils peuvent le faire sans être sanctionnés dans le réel puisque c'est du jeu. Ils se présentent ainsi dans une phase de préparation à prendre leur place dans le monde réel. Le jeu, c'est leur laboratoire. Un laboratoire où ils peuvent découvrir, expérimenter leurs aspirations, prendre distance à l'égard de ce qu'ils refusent, faire germer des décisions d'agir. Pour Winnicott, le jeu est le lieu où, dans l'enfance, peuvent se gérer les situations dystopiques. De même, dans la littérature, Marielle Massé dit que la lecture permet au lecteur de cultiver ce qui, dans le désastre, ne relève pas du désastre, afin de préserver quelque chose d'un amour de la vie. Ça nous arrive de nous réfugier dans un livre qui nous fait du bien. Elle précise que pour imaginer des façons de vivre dans un monde abîmé, il faut avant tout recréer les conditions d'une perception élargie, ce que permet effectivement la littérature. Et je voudrais terminer mon exposé par une image extraordinairement poignante qui rejoint tout ce que j'ai évoqué jusqu'ici. La voici, cette image accompagne un article qui est intitulé « C'est beau comme Hussein, son livre et sa poubelle », qui était paru, donc un article de Thierry Lee dans le Vif l'Express le 17 février 20. Je vous lis le passage. Il s'agit ici d'une image volée qui fait le tour des réseaux sociaux fin janvier 22. Un jeune émigré syrien fait les poubelles pour survivre à Beyrouth. Il se laisse happer par un livre jeté. Un passant le photographie et partage le cliché. Le jeune lecteur anonyme, devenu emblématique, se voit proposer une prestigieuse bourse d'études. Chaque époque connaît ses contes de fées. Et comme l'écrivait Henri Miller, à quoi servent les livres s'ils ne peuvent pas ramener à la vie? Fin de citation. J'ignore si ce conte de fées contemporain a bien eu lieu, ce jeune Syrien émigré, ou bien si seulement le journaliste veut donner un happy end à son article. Quoi qu'il en soit. Cette image montre un enfant déraciné qui s'extrait des conditions difficiles du réel pour s'isoler dans sa lecture, pour s'envoler ailleurs, quelques instants. Il retrouve le droit d'être un enfant qui cherche à s'amuser, qui cherche à découvrir d'autres horizons plus réjouissants que ce que lui propose son quotidien. Cet enfant retrouve, grâce au livre, une liberté intérieure. Le temps de la lecture, il n'est plus seulement l'objet d'un destin qu'il ne maîtrise pas. Il est le sujet de son moment de jeu, de son moment d'évasion, de son moment d'individuation. Ce livre, c'est une clé qui lui ouvre la porte d'un ailleurs imaginaire où il s'épanouit intérieurement et émotionnellement, et c'est sa condition réelle qui s'en trouve changée. Par maintenant, il sait qu'il n'est plus seulement prisonnier du présent. Il sait qu'il ne sera plus jamais, mentalement, seulement prisonnier du présent.
Je voudrais conclure. L'imaginaire, donc, ce n'est pas le monde. L'imaginaire, c'est un mode d'emploi du monde. À la différence des modes d'emploi fournis avec les objets que nous achetons, que nous pouvons manipuler, l'imaginaire, le plus souvent, est à l'œuvre dans nos vies sans explication. Et nous en faisons un usage souvent sans en être conscients. Comme l'air que nous respirons, il est indispensable à notre existence, mais nous ne nous en rendons pas compte, sauf quand il manque, en dépression, en peur. Mais certains objets se désignent eux-mêmes comme imaginaires pour que nous en faisions un usage conscient. Et c'est le cas de la littérature. Au contraire des discours de propagande ou des faits qui doivent se faire passer pour le réel sans fil. Les produits de l'imaginaire qui ne trichent pas sur leur nature nous rendent conscients à l'usage d'un filtre à l'égard des éléments représentés. Et par rebond, nous incitent à un sens plus critique à l'égard de ce à quoi nous sommes confrontés dans le réel. La fiction, qu'elle soit utilisée sur un mode sérieux ou ludique, met en œuvre une forme de recherche de vérité, une heuristique. Le sas qu'est l'imaginaire peut nous inciter à trouver des alternatives, à prospecter un avenir différent, et peut avoir des effets sur le plan de notre action, avec des retombées éthiques. Et donc j'aimerais conclure en citant un passage d'un écrivain qui est lui aussi un déraciné, comme le jeune Syrien, qui a réussi à surmonter les difficultés de son vécu et qui a créé une œuvre littéraire d'une profonde tendresse pour l'humanité, pleine d'humour, à savoir Denis Laferrière. Il est né en Haïti en 1953, il est écarté de ses parents dès ses 4 ans pour éviter les représailles du régime de François Duvalier, papa Handoc, dont son père était un opposant. Et à 23 ans, il voit son meilleur ami assassiné par les tontons Macoute. Il fuit son pays, il ne prévient que sa mère. Il fuit à Montréal, climat rude pour un Haïtien, dans lequel il est un homme sans papier. Il exerce des petits boulots d'ouvrier légal. Il n'a pas beaucoup d'argent, mais il le consacre à s'acheter des livres d'occasion et une machine à écrire. Et donc, il devient écrivain. Incroyable, c'est que dans son livre, il va exprimer ses difficultés de vivre, bien sûr, mais avec une autodérision permanente à l'égard de ses souffrances et avec une vitalité qui pousse à l'invention. Et ici, il y a un vrai conte de fées, puisque en 2013, il va, ici, dans ce pays, être élu membre de l'Académie française. Alors, je vais vous donner un petit extrait de son livre qui est paru en 2023 chez Grasset. Je vais terminer. Il dit, d'abord, l'être humain, par essence, est un conteur d'histoires. Récits, mythes, légendes, fables, histoires que nous nous racontons à nous-mêmes, donnent du sens à nos vies et façonnent notre identité. Mais l'être humain est aussi tissé de rêves, ceux qui habitent ses nuits, ses aspirations, désirs et utopies, qui le définissent tout autant et créent un avenir, le possible, qui guide son action et sa pensée. Comment ne pas évoquer le président Obama, celui d'avant son élection, décrivant son passé, les rêves de mon père, une terre promise. Et les rêves suscités par sa campagne, l'audace d'espérer. Yes, we can. Alors moi aussi, comme cet écrivain, l'imaginaire, j'y crois. J'y crois car c'est un mode d'emploi du monde qui a d'énormes pouvoirs. Et j'espère que j'ai attiré votre attention sur le mode d'emploi prudent, lucide, indispensable à exercer à l'égard de ce mode d'emploi du monde qu'est l'imaginaire, qui peut produire le pire, mais qui peut aussi, si nous investissons activement, produire le meilleur. Merci. Bon, qui demande la parole? Merci pour votre propos.
Donc le propre de l'homme, ça n'est plus le rire seulement, c'est l'imaginaire, ce que j'entends et auquel je crois très volontiers. Comment vous situez la littérature orale qui a été tellement importante, si on compte en siècle, qui est un outil séculaire, puisque tous vos exemples très intéressants sont du 19e siècle et 20e siècle. Je crois que le micro n'est pas branché. Ah, pardon. Pardon. Non. Excusez-moi. Ah ben oui. Ah. Donc, comment situez-vous, comment articulez-vous la place de la littérature orale par rapport à la littérature écrite dans votre propos? Le support n'est pas important. Le support n'est pas du tout important. La littérature orale, elle a toujours ce grand avantage de pouvoir toucher chacun. La littérature écrite, elle est liée à la possibilité de lire. Bon, moi, évidemment, avec mon corpus, moi, je travaille sur le 19e, 20e, en général, les gens savent lire. Mais le support n'a aucune importance. De même, ce que je dis sur la littérature, on pourrait prendre le film, on pourrait prendre l'œuvre d'art. Tout ce que j'ai dit est toujours valable. Mais l'oral a une grande souplesse que l'écrit n'a pas. Il a aussi, mais parfois, l'oral, quand il est en direct, il peut aussi être très interactif avec un groupe. C'est pour ça que le théâtre a encore cette fonction, le conte a toujours cette fonction. La littérature interagit, écrite, son support le plus fréquent, c'est le livre quand même. Elle interagit avec un individu, on est seul contre l'autre. Après on partage, mais on est seul au moment. Donc on peut faire des retours en arrière, il y a aussi une souplesse d'un autre ordre. Merci pour votre propos. En règle générale, on qualifie une prestation comme la vôtre d'excellente quand elle pose plus de questions qu'elle, finalement, à la fin, qu'on en avait au début. Donc, merci pour tous ces champs du possible que vous avez ouverts. Moi, j'attendais quelque chose, et puis vous l'avez effleuré, et puis vous n'en avez pas parlé. Alors, c'est peut-être encore trop tôt. On raisonne aujourd'hui, on discute le fait que l'intelligence artificielle soit une intelligence. Quel lien faites-vous entre l'intelligence artificielle, pour ce qu'on en connaît, pour ce qu'on en pratique aujourd'hui, et l'imaginaire? Oui, c'est une excellente question. Je pense qu'elle mérite une conférence en tant que telle. C'est très difficile pour moi de répondre en 2 minutes. C'est une excellente question. Je pense que par rapport à l'intelligence artificielle, il y a le même mouvement éducatif à avoir. C'est-à-dire, elle peut faire des choses très bien, mais dans certains cadres, et pas dans tous les cadres. Et donc, il faut vraiment... quand je dis, par exemple, il faut une intelligence comparative, c'est vrai aussi pour l'intelligence artificielle, parce que si vous demandez de faire, je ne sais pas, comme font beaucoup d'étudiants, un travail sur tel personnage ou telle situation historique, vous allez voir que l'intelligence artificielle n'utilise que ce qu'elle peut connaître, c'est-à-dire ce pourquoi elle a été programmée. Il y a des tas de choses qu'elle ne connaît pas. En particulier, elle ne connaît pas votre vécu à vous. Donc il y a des choses qu'elle ne pourra jamais apporter. Parce que l'imaginaire, par contre, il va tenir compte de votre vécu. Mais l'intelligence artificielle ne pourra pas. Elle va donc donner une réponse sans émotion, sèche. Et elle va peut-être donner une information tronquée, parce que certains pans du savoir ne sont pas dans ces données de base. Donc tout dépend de la question que vous lui posez. Si vous lui demandez comment faire des crêpes, ça va, elle va vous répondre. C'est difficile de répondre à une question comme ça. J'espère avoir déjà effleuré. Plus personne. Bon. Je voulais vous poser une question. Nous avons eu une conférence sur la question, c'était le sujet, c'était l'histoire de la vieille dame qui voulait, par Naoum Grapp, qui voulait reproduire, qui voulait retrouver le village de son enfance. Ça, c'était son imaginaire. Mais alors, ça, c'est pas un imaginaire qui est un processus en marche. C'est un imaginaire figé. Alors, est-ce qu'on peut l'appeler encore un imaginaire? Ou alors, il y aurait un imaginaire
qui reproduirait à l'identique, ou est-ce qu'il y aurait un imaginaire qui serait producteur, qui produirait autre chose? En fait, l'imaginaire de cette vieille dame, quand elle est loin de chez elle, c'est ça, elle veut retourner sur... Voilà, elle Et veut c'est ça. retrouver son enfance. C'est ça. Et, alors là, c'est loupé quand même. Hein. Elle veut retrouver son enfance et le village de son enfance. C'est ça. Donc, elle a son imaginaire de son lieu d'enfance qui a été créé par toutes sortes de choses au moment où elle était jeune et qui s'est sans doute confortée de ce qu'elle a entendu par d'autres ou ce qu'elle a confronté dans sa réalité à elle avec la réalité des autres et qui probablement a fait que son imaginaire est devenu héroïsant. Oui. Et puis, si elle retourne, en fait, elle ne retrouvera pas. Oui, bien donc sûr. ce sera une Madame Bovary. Bien sûr, on ne le trouvera pas. Oui, bien sûr. Ce sera Madame Bovary, parce que si, soit elle accepte que voilà, le temps a coulé et il est impossible, l'impossible retour, c'est un titre de la Ferrière. Et donc, elle ne pourra pas revenir et elle s'en désole et elle ne peut pas se remettre de ça et c'est de Madame Bovary, soit elle se fait à l'idée que le temps passe. Oui. Et elle reconstruit son imaginaire, parce que moi j'ai eu le cas avec mon père, excusez-moi, mais je peux... Oui, oui. Mon père avait été prisonnier en Allemagne de l'Est, et quand le rideau de fer s'est ouvert, il m'a demandé d'aller là-bas avec lui. Et donc je suis allée avec lui, et en Allemagne de l'Est, peu de choses ont changé. C'est-à-dire, j'étais en voiture avec lui et il me disait, tu tournes à droite là et il y aura une ferme avec des volets peints en vert. Ben, il n'avait pas été repeint, les volets, on voyait toujours bien qu'ils avaient été peints en vert dans le temps. C'était très écaillé, mais on voyait que... Voilà. Et donc là, il était dans... Je retrouve exactement ça. Par ailleurs, il avait été dans le bombardement de Dresde et il avait vécu là, dans des conditions assez atroces. Et on retourne sur ce lieu, et ce lieu était devenu un lunapark. Et là, ça c'était trop. Ça c'était trop. Là c'était vraiment... il se sentait un peu insulté dans ce qu'il avait vécu dans sa jeunesse et ce qu'il a achevé carrément, c'est qu'on était dans un restaurant en Allemagne de l'Est et mon père essayait de parler avec le jeune garçon. C'était un jeune garçon, il avait, je sais pas, une vingtaine d'années. Et il essayait de lui parler d'avant, de ce qui s'était passé avant, là, enfin bon. Et le jeune garçon, qui était très gêné, a fini par lui dire « Monsieur, je dois vous dire, mais à l'école, on n'a rien dit sur la Seconde Guerre mondiale. » Et voilà. Donc ça, c'est... Il a eu beaucoup de mal, ça lui a fait une peine énorme. En même temps, il a admis que la vie avait avancé. Je veux dire, je faisais des photos de lui devant une ferme où il avait travaillé et j'avais la même photo de lui jeune devant la même ferme. Et voilà. L'imaginaire, il était là aussi construit par les deux photos. Bien. Écoutez, merci beaucoup. Alors, on va être obligé de conclure. Alors, je voulais dire quand même qu'on va essayer de ne pas quitter l'imaginaire. On va essayer de continuer à inventer le monde et d'être des capitaines de nos âmes, si c'est possible. Voilà. Je vous remercie.